cimenterie de capacité 5000 tonnes de clinker par jour au Bénin. Voilà une des décisions prises en Conseil des ministres de ce mercredi 23 février 2022 sous la présidence de Patrice Talon. Le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement dans un instant. Plusieurs dossiers, dont l'un relatif aux équipements terminaux de la TNT relevant de la compétence de la HAC. La première session ordinaire de l'année 2022 de l'institution s'y penche. Peu après l'annonce surprise de Vladimir Poutine tôt ce jeudi, une série d'explosions a été entendue à Kiev, à Odessa, à Kharkiv, la deuxième ville du pays qui sert de quartier général à l'armée ukrainienne. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle session de l'actualité sur Speedline Télévision. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 23 février 2022 sous la présidence de Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au cours de la séance, dont la réalisation d'études préparatoires du projet de construction d'une cimenterie de capacité 5000 tonnes de clinker par jour au Bénin. Eh bien, le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement. On suit. Au chapitre des communications, en un, contractualisation pour l'exécution des services d'entretien et de maintenance de divers équipements de la flotte de la Société de gestion des déchets et de la salubrité, dans le but d'assurer la continuité des services offerts à la population par cette société. Il est indispensable que sa flotte, constituée d'une centaine de véhicules, reste en condition opérationnelle pour une utilisation sans interruption. À cet effet, les prestations à réaliser concernent aussi bien l'entretien courant, la mécanique générale que le maintien en bon état de fonctionnement de ces matériels roulants dans toutes leurs composantes. Pour ce faire, la société retenue aura notamment pour mission de construire sur la base logistique de la SGDS SA un atelier de 4 baies avec une fosse mécanique et tout l'équipement approprié, mettre en place un stock de pièces de rechange et les accessoires convenables, de même qu'un système de gestion de la flotte assorti d'un véhicule atelier entièrement équipé pour des interventions sur route, fournir des services d'entretien et de maintenance au niveau du garage et partout où cela sera nécessaire. En point 2, réalisation d'études préparatoires du projet de construction d'une cimenterie de capacité 5000 tonnes de clinker par jour au Bénin. Les nombreux chantiers ouverts au titre du programme d'action du gouvernement 2016-2021 ont fait que le marché du ciment connaît une véritable expansion dans notre pays, avec une hausse de près de 30% des ventes sur la période. Cette tendance devrait se poursuivre au regard des grands projets prévus pour être réalisés entre 2021 et 2026. Aussi, les opérateurs du secteur déjà en place prévoient-ils de renforcer leur capacité de production pendant que de nouvelles demandes d'installation s'enregistrent? Une telle situation pourrait induire, à terme, une surexploitation des gisements nationaux de calcaire et faire peser sur eux un risque d'épuisement rapide. C'est la raison pour laquelle le gouvernement entend réorganiser l'offre de ciment sur le marché, en se dotant d'une stratégie qui consiste à ne plus attribuer de nouvelles concessions des mines de calcaire et à mettre en place une usine nationale de fabrication de clinker qui approvisionnerait, à terme, l'ensemble des autres acteurs du marché. À cet effet, le Conseil s'est montré favorable à la contractualisation avec un groupe spécialisé en vue de la réalisation des études préparatoires d'un projet de construction d'une cimenterie de capacité 5000 tonnes jour de clinker, soit 1 600 000 tonnes par an de ciment, extensible à 3 millions de tonnes par an. Eh bien, autre question d'actualité, les cris de cœur des syndicats face à la cherté de la vie épanchent lors d'une marche la semaine dernière. Quelle lecture le gouvernement fait-il de cette manifestation syndicale? Réponse de Wilfried Léandre Ongweji à ce propos. Les partenaires sociaux, les responsables de centrales et confédérations syndicales sont dans leur rôle. Qu'ils organisent une manifestation pour dénoncer la cherté de la vie, cela convient bien à leur mission.
Mais je sais aussi que ce sont des personnes honnêtes et responsables. Et que comme l'ensemble de nos compatriotes, elles ont, ces personnes, en l'occurrence ici, les responsables des centrales et confédérations syndicales, ont pu observer qu'entre 2016 et 2020, par exemple, les prix des produits de grande consommation, des céréales notamment, sont restés presque inchangés sur nos marchés. Grâce aux effets induits par la politique agricole du gouvernement, qui consiste à faire en sorte que notre agriculture soit de plus en plus performante, produise davantage et que les vivriers soient sur le marché. Vous n'avez pas oublié que depuis 2018, par ailleurs, nous sommes passés deuxième producteur de vivriers dans l'UEMOA, derrière un pays qui a une longue tradition agricole. Donc, cette politique du gouvernement a rendu les produits disponibles tout le temps, à telle enseigne que, comme je le disais, les prix sont restés presque au même niveau. D'un gouvernement qui a agi pour que les prix sur les marchés restent accessibles, on ne peut pas penser que du jour au lendemain, il ait décidé d'inverser sa politique et de provoquer par lui-même une envolée des prix. Chacun le sait, et nos amis, les partenaires sociaux, davantage parce qu'ils sont au fait de ce qui se passe dans le monde. Chacun sait que cette conjoncture qui induit une flambée des prix sur les marchés est de tendance mondiale. Mais qu'à cela ne tienne, bien que cela ne dépende pas de son fait ni de son vouloir, le gouvernement de la République s'est montré proactif sur la question de la maîtrise des causes de ce phénomène. Bien sûr qu'il y a une bonne partie des causes qui relèvent de chocs exogènes et sur lesquels nous avons très peu, sinon pas du tout de prise. Mais pour ce qui peut être contrôlé à l'interne, chacun sait que le gouvernement a été actif, au front, pour interdire les sorties incontrôlées de nos vivriers et puis récemment pour aller jusqu'à imposer des prélèvements sur les cordons routiers ou les voisins de notre pays, qui viennent s'approvisionner ici en grande quantité au détriment du marché national, essayent de sortir les produits. Et pour vous montrer que le gouvernement est très attentif à la question, je peux vous dire, et vous pouvez le vérifier, si les derniers jours, le prix du maïs n'a pas recommencé à baisser parce qu'on a fait en sorte que grâce à ces contrôles, le maïs reste davantage au pays. Donc on a commencé à voir les effets positifs de cette situation, somme toute. Oui, les centrales syndicales sont dans leur rôle, mais oui, le gouvernement aussi est dans son rôle, celui d'œuvrer à ce que la situation reste sous contrôle, sous maîtrise et que les populations béninoises puissent s'approvisionner sur nos marchés en produits disponibles et à prix accessible. Donc, c'est une démarche qui est en cours et nous avons bon espoir que, comme cela a commencé à se ressentir sur le maïs, l'action du gouvernement, en l'occurrence sur ce sujet-là, va produire davantage d'effets. Et nous allons prendre à présent la direction de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication. Le président Moretti a ouvert la première session ordinaire de l'année 2022 et c'était ce jeudi 24 février et 2022 au siège de l'institution et ceci en présence de tous les conseillers de la HAC et des cadres, des présidents de l'Union des professionnels des médias du Bénin et du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin CNPA. Plusieurs dossiers sont à étudier au cours de la session, au nombre desquels le dossier aux équipements terminaux de la TNT relevant de la compétence de l'institution. Les précisions dans ce reportage de Romaric Doussa et de Pierre Akako. La première session ordinaire de 2022 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication s'ouvre ce jeudi 24 février 2022. Avant tout, le président Moretti fait le point des travaux de la dernière session de l'année antérieure. Pour lui, la session s'est achevée sur une note de satisfaction.
Et c'est la raison pour laquelle plusieurs dossiers sont inscrits au menu des échanges au cours de cette première session de l'année 2022. Cette première session de 2022 inaugure donc une aventure exigeante aux cadres et conseillers de l'ARAC. Au cours de la session, l'institution donnera également son avis sur l'avant-projet de la loi relative à l'industrie cinématographique du Bénin. Les crypto-monnaies, on s'y intéresse dans cette édition. Ce sont des actifs numériques virtuels qui reposent sur la technologie de la blockchain à travers un registre décentralisé, un protocole informatique crypté. Eh bien, sa valeur se détermine uniquement en fonction de l'offre et de la demande. Il existe à ce jour plus de 1300 cryptoactifs en vogue dans plusieurs pays, dont le Bénin. Comment fonctionne-t-elle? Eh bien, la réponse à travers le reportage qui suit. Monnaie alternative, classique et sans support physique, la crypto-monnaie s'annonce comme la monnaie du futur. Elle permet de réaliser des transactions financières, des achats, des virements ou du stockage de valeur comme la monnaie traditionnelle. Cependant, tout est 100% numérique. C'est une monnaie virtuelle, ok? Donc une monnaie sur le net, donc qu'on utilise du portable à ordinateur, d'ordinateur à portable ou bien de portable à portable, ok, en toute transparence. Donc c'est comme si quelqu'un, ok, qui a cette monnaie-là sur son téléphone, c'est comme il se déplace avec sa banque. L'investissement dans la crypto-monnaie comporte en effet de nombreux avantages pour ces millions d'utilisateurs. Dans le courant du troisième trimestre 2020, les rumeurs de la possible création par la Banque centrale européenne d'une monnaie numérique européenne se sont faites entendre, preuve que les grandes institutions bancaires se rendent compte de la révolution numérique qui s'opère sur les devises et de la volonté du marché de se désolidariser de plus en plus des organismes financiers centralisés traditionnels. La dernière fois, en Afghanistan, vous voyez, avec la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup des ressortissants qui veulent maintenant quitter le pays à cause de la guerre ont fait la queue pour pouvoir faire le retrait de leur argent avant de partir. Ils n'ont pas pu, parce qu'à cause de la guerre, personne n'était là pour les servir. Alors qu'avec la crypto-monnaie, vous quittez partout où vous êtes avec votre banque. Donc, vous voyez déjà, c'est juste quelques différences, ok, par rapport à une monnaie fiduciaire et à une crypto-monnaie. Si les gains et rendements des crypto-monnaies peuvent être importants, les risques potentiels le sont tout autant. Mais ce qu'on constate avec Bitcoin, c'est sa volatilité. Par exemple, la dernière fois, le Bitcoin allait jusqu'à 70 000 dollars. Maintenant, ça a chuté jusqu'à 40 000. En 2017, en novembre, le Bitcoin est allé jusqu'à 20 000 dollars pour chuter encore jusqu'à 3 000. Ça a mis beaucoup de compagnies. C'est-à-dire, ces compagnies-là ont fermé la porte.
Un autre mauvais côté, c'est que derrière ceux-là qui utilisent la monnaie se cachent, par exemple, les terroristes, se cachent les arnaqueurs, se cachent, par exemple, pas mal de personnes qui utilisent cette monnaie pour blanchir. Au Bénin, l'utilisation de la crypto-monnaie prend une dimension importante. Elle est annonciatrice d'une mise à jour du Bénin dans le concert des nations. Eh bien, l'autre sujet qui nous intéresse dans ce journal, ce sont les dérives sexuelles observées de plus en plus sur Internet, des vidéos pornographiques, des scènes sexuelles. Les jeunes et même les plus matures n'ont plus froid aux yeux de les produire et pire, les exposer sur la toile. Des dérives sexuelles qui prennent de plus en plus d'ampleur, si bien que l'on se questionne sur les réelles motivations de leurs auteurs. Cette exhibition ne manque pas cependant de conséquences sur la vie des concernés et sur la société en général. Sur la question, voici ici l'avis d'un psychologue. C'est déplorable parce que cette situation présage du devenir de notre monde quand nos enfants, quand nos jeunes se versent dans des comportements qui touchent à l'éthique, qui touchent aussi à leur humanité. Cela nous présage d'un avenir un peu sombre dans ce sens. Je disais tout à l'heure que dès qu'on a ce phénomène-là, c'est qu'il y a une faille dans l'éducation. Il y a un problème dans l'éducation. Donc, c'est-à-dire, quelle que soit cette exhibition, cette image de soi, c'est-à-dire le fait de se faire montrer, vous allez voir aujourd'hui les TikTok. Les TikTok qui est un réseau social qui prend de l'ampleur. J'ai questionné de certains jeunes, c'est des violences pour leur esprit. C'est-à-dire, il navigue simplement, il tombe sur l'image et il trouve que c'est attrayant. Et soit il quitte, ou soit il continue par regarder. Et quand on continue par regarder, il y a cette excitation que provoque l'image. Cette excitation crée une certaine dépendance. Parce que l'excitation active le circuit de la récompense au niveau du cerveau. Ton enfant est attiré, le jeune est attiré, un peu comme l'adulte aussi est attiré par cette sensation, cette stimulation, cette émotion forte que génère la vue de ces images-là, qui fait que la personne continue à regarder et une dépendance se crée. Voilà. Cette dépendance a des conséquences. Même revenons d'abord au niveau des jeunes qui s'adonnent aux images. Les conséquences, c'est d'abord au niveau de son image qui n'est pas, sa vie privée qui n'est pas respectée. Il est en train de dévoiler sa vie privée. Et ce qui va faire que cela peut l'empêcher demain à postuler à des postes donnés. Quand tu te mets à nu sur les réseaux sociaux, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des postes de responsabilité que tu ne peux pas accéder. Parce qu'un recruteur qui te voit nu sur TikTok ne peut pas te mettre responsable quelque part. Il ne peut pas te mettre responsable quelque part. Donc, du coup, c'est que tu te prives de certaines chances. Il y a ça qui est en jeu. Il y a aussi le fait que tu te déshumanises, c'est-à-dire ta dignité, la dignité humaine prend un coup. Et aussi tu frises à l'éthique. Information hors de nos frontières à l'international, la direction l'Ukraine où le pire s'est produit. Peu après l'annonce surprise de Vladimir Poutine, tôt ce jeudi, une série d'explosions a été entendue à Kiev, à Odessa, à Kharkiv, la deuxième ville du pays, et à Kramatorsk, qui sert de quartier général à l'armée ukrainienne. Voici ici les images pour plus de précision.
Les habitants de la capitale ukrainienne se sont réveillés au bruit des sirènes d'alerte aérienne. Ce jeudi à l'aube, la Russie a décidé de lancer une offensive militaire sur l'Ukraine au nom de la défense des républiques sécessionnistes pro-russes de l'est du pays. Peu après l'annonce surprise de Vladimir Poutine, une série d'explosions ont été entendues à Kiev, à Odessa, à Kharkiv, la deuxième ville du pays, et à Kramatorsk, qui sert de quartier général à l'armée ukrainienne. Plusieurs personnes ont choisi de fuir la capitale, comme le montrent ces images filmées à la sortie de Kiev. Le président ukrainien a proclamé la loi martiale dans tout le pays et a appelé les habitants à ne pas paniquer. Il souhaite sur le plan international la création d'une coalition anti-Poutine pour contraindre la Russie à la paix. J'ai parlé avec Biden, Johnson, Charles Michel, Douda, Nozeda. Nous commençons la création de la coalition anti-Poutine. Nous avons déjà appelé les dirigeants du monde à prendre toutes les sanctions possibles contre Poutine, à déployer un soutien de défense à grande échelle. Nous devons sauver le monde démocratique. Anticipant la condamnation internationale et les mesures de sanctions, Vladimir Poutine a lancé un avertissement sévère aux pays qui tenteraient d'interférer avec la Russie. Il a aussi expliqué que cette opération militaire spéciale était nécessaire pour protéger les civils dans l'est de l'Ukraine. Il était impossible de tolérer cela plus longtemps. Il fallait arrêter immédiatement ce cauchemar, le génocide de millions de personnes vivant là-bas qui ne peuvent compter que sur la Russie. Ils ne comptent que sur nous. Ces aspirations exactes, les sentiments et la douleur des gens ont été le principal motif qui nous a poussés à prendre la décision de reconnaître les républiques populaires du Donbass. Selon la présidence ukrainienne, 40 soldats et une dizaine de civils ukrainiens auraient été tués dans les premières heures des affrontements. L'armée ukrainienne affirme, elle, avoir abattu 50 occupants russes et détruit plusieurs chars et avions. Le président Zelensky a déclaré avoir rompu toute relation diplomatique avec la Russie. L'OTAN, de son côté, active ses plans de défense après l'attaque militaire russe en Ukraine. Et pour le secrétaire général de l'Alliance, l'offensive russe est un acte délibéré et de sang-froid qui brise la paix sur le continent européen. On l'écoute. Le secrétaire général de l'OTAN condamne la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine et évoque la fin de la paix sur le continent européen. Pour Jens Stoltenberg, il s'agit d'un acte délibéré, de sang-froid et prévu depuis longtemps. Il accuse Moscou de vouloir employer la force pour réécrire l'histoire. Malheureusement, ce pourquoi nous avions lancé des mises en garde pendant des mois s'est produit. Malgré tous les appels à la Russie pour qu'elle change de cap, et malgré les efforts incessants pour trouver une solution diplomatique, la paix sur notre continent a été brisée. Le secrétaire général de l'Alliance annonce la tenue vendredi d'un sommet des dirigeants de l'OTAN. 4 alliés proches de la zone de conflit, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, ont demandé des consultations sur l'article 4 du traité de l'Atlantique Nord. Ne vous y trompez pas, nous défendrons et protégerons tous les alliés et chaque centimètre de terrain de l'OTAN contre n'importe quelle attaque. C'est pourquoi nous avons accentué ces dernières semaines notre présence sur le flanc est de l'Alliance avec des milliers de troupes supplémentaires, des navires et des avions. Dans une déclaration, les ambassadeurs de l'OTAN soulignent avoir renforcé les préparatifs des forces alliées afin de répondre à toute éventualité. Toutefois, l'Alliance ne prévoit pas d'envoyer des troupes en Ukraine. Ces mesures sont uniquement défensives. Affaire à suivre donc, et bien sûr le continent africain à présent. Au Tchad, des nourrissons luttent pour survivre à la faim avec un taux de mortalité de 110 pour 1000. Plus d'un enfant sur 10 n'atteint pas l'âge de 5 ans dans ce pays. Dans une unité hospitalière de la capitale tchadienne N'Djamena, des infirmières font passer des tests à Khadija qui souffre de malnutrition aiguë. À 4 ans, elle ne pèse que 7,5 kg, soit la moitié de ce qu'elle devrait. En 2021, le Tchad s'est classé 113e sur 116 nations dans l'indice de la faim dans le monde. L'UNICEF estime que 2,7 millions d'enfants tchadiens auront besoin d'une aide humanitaire cette année. Pourquoi nous pensons que cette année, ça va être peut-être une année un peu critique que les autres années, parce que la même période de l'année dernière, nous n'avons pas plus d'enfants que cette année. Et cette année, aujourd'hui nous sommes le 15 février, mais nous avons 27 enfants où on est en baisse d'activité, on devrait avoir peut-être 15-16 enfants.
Les enfants ont faim, mais les parents aussi. La cause, une crise sécuritaire qui a forcé les familles d'agriculteurs à quitter leurs champs, en parallèle d'événements climatiques extrêmes et l'impact de la pandémie de Covid-19. Selon les chiffres de l'ONU, le Tchad est la 3e nation la plus pauvre au monde. C'est la 2e fois que j'emmène mon enfant ici. Je suis là car mon enfant souffre de malnutrition. Nous sommes ici depuis 8 jours. Mais Dieu merci, il va beaucoup mieux. S'il avait mangé un peu, on aurait pu rentrer demain, mais il ne mange pas encore. Le pays se classe au 3e rang mondial pour la mortalité infantile après le Nigeria et la Somalie. Avec un taux de mortalité de 110 pour 1000, plus d'un enfant sur 10 n'atteint pas l'âge de 5 ans au Tchad. Et nous allons finir avec l'actualité au Sénégal, la cérémonie de lancement des travaux d'infrastructures sportives au lycée Lamine Gueye au Sénégal en présence de nombreux élèves. Le président de la FIFA s'est rendu à Dakar pour la célébration. Le projet faisant partie du programme FIFA Forward. Et par cette initiative, la fédération souhaite allier le sport et l'éducation en transmettant des valeurs communes. Regardez plutôt. Cérémonie de lancement des travaux d'infrastructures sportives au lycée Lamine Gueye au Sénégal, en présence de nombreux élèves. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s'est rendu à Dakar pour la célébration, le projet faisant partie du programme FIFA Forward. Par cette initiative, la fédération souhaite allier le sport et l'éducation en transmettant des valeurs communes. De faire en sorte que l'éducation et le sport aillent la main dans la main. Parce que le sport, le football, c'est une école de vie. Parce que, avec l'excuse du ballon, on peut apprendre tout, on peut parler de tout, on peut parler de respect, on peut parler de violence, on peut parler d'esprit d'équipe, on peut s'entraider. Et il y a cette particularité du football qui me plaît beaucoup. Dans le football, et qui peut aider, je pense, tous les garçons et les filles dans la vie. Avec ce projet, un terrain de foot et un autre de futsal seront créés. Les vestiaires pour garçons et pour filles devraient également être rénovés pour permettre l'entraînement et les compétitions de clubs et écoles de la région de Dakar Plateau. Je voudrais, au nom de la famille du football, mais aussi au nom de la famille lycée Lamine Gueye, vous dire un grand merci. Je voudrais terminer simplement en disant aux élèves qui sont là qu'ils ont une chance. Nous avons fait plusieurs années ici, 7 ans, nous n'avons pas eu la chance de recevoir le président de la FIFA et l'ensemble de ses collaborateurs, ni ceux de la CAF. Et surtout, nous n'avons pas eu la chance de voir cet investissement qui est fait par la FIFA et surtout d'avoir la chance de bénéficier du premier terrain de futsal de l'histoire du Sénégal. Ce projet de création d'infrastructures sportives fait suite à un protocole d'accord conclu avec la Fédération africaine de football et l'Union africaine en février 2019. Et voilà, ce sera donc tout pour cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de rester en notre compagnie.